Présidentielle du 25 février dernier, le Conseil constitutionnel a publié résultat officiel. Maître Abdoulaye Wade est réélu avec 55,90% des voix. Les Mauritaniens, eux, attendent pour connaître le nom de leur futur président. Le scrutin de ce dimanche a enregistré un fort taux de participation. Et puis en culture, un nouveau partenariat pour booster le secteur. C'est le principal résultat de la conférence internationale sur la vitalisation des avantages de la culture africaine. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre sur la RTS. En ouverture de ce journal, les résultats définitifs de la présidentielle du 25 février dernier. Le Conseil constitutionnel a publié les chiffres officiels ce dimanche. Maître Abdoulaye Wade est réélu avec 55,90% des suffrages exprimés. De notre côté, le recours déposé par une partie de l'opposition a été rejeté par le Conseil. Ndeye Maguette Mbeng est greffier en chef au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est réuni le 10 mars 2007 pour statuer et délibérer sur les résultats du scrutin du 25 février 2007. À l'issue de ces délibérations, il a rendu la décision dont la teneur suit. Le Conseil constitutionnel considère que les résultats provisoires du scrutin de l'élection présidentielle ont été proclamés le 1er mars 2007 à 20h44 par la Commission nationale de recensement des votes, que les candidats Abdoulaye Bathily de la coalition Jubanti Sénégal et Ousmane Tanor Dieng du Parti socialiste ont déposé, dans le délai prescrit par l'article 35 de la Constitution, des recours en annulation du scrutin. Il a donc examiné les griefs soulevés et y a apporté une réponse. Le Conseil constitutionnel a reçu divers procès-verbaux de bureaux de vote non parvenu à la Commission nationale de recensement des votes. Il a pris en compte les suffrages ainsi exprimés et a procédé à des rectifications. Ainsi, les résultats définitifs du scrutin de l'élection présidentielle du 25 février 2007 s'établissent comme suit. Électeurs inscrits, 4 917 157. Nombre de votants, 3 472 712. Bulletins nuls, 47 786. Suffrages exprimés, 3 424 926. Ont obtenu Moustapha Niasse, 203 129, soit un pourcentage de 5,93%. Abdoulaye Bathily, 75 797, soit un pourcentage de 2,21%. Abdoulaye Wade, 1 914 403, soit un pourcentage de 55,90%. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, 17 233 voix, soit un pourcentage de 0,50%. Idrissa Seck, 510 922 voix, soit 14,92%. Mamadou Lamine Diallo, 16 570 voix, soit 0,48%. Robert Sagna, 88 446 voix, soit 2,58%. Landing Savané, 70 780 voix, soit 2,07%. Mam Adama Gueye, 13 700 voix, soit 0,40%. Modou Dia, 4 491 voix, soit 0,13%. El Hadji Alioune Mbaye, 9 016 voix, soit 0,26%. Ousmane Tanor Dieng, 464 287 voix, soit 13,56%. Doudou Ndoye,
9 918 voix, soit 0,29%. Louis-Jacques Senghor, 8 212 voix, soit 0,24%. Talla Sylla, 18 022 voix, soit 0,53%. La majorité absolue est de 1 712 464. Le candidat Abdoulaye Wade arrive donc en tête avec 1 914 403 voix, représentant 55,90% des suffrages valablement exprimés. En conséquence, le Conseil constitutionnel décide, article 1er, les requêtes de messieurs Abdoulaye Bathily et Ousmane Tanor Dieng sont rejetées. Article 2, proclame monsieur Abdoulaye Wade élu président de la République du Sénégal. Article 3, la présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel de la République du Sénégal. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 10 mars 2007, à laquelle siégeait Madame Mireille Ndiaye, président, Messieurs Babacar Kanté, vice-président, Mamadou Kikou Ndiaye, membre, Siri Kondi Diallo, membre, Chimère Malik Diouf, membre, avec l'assistance de Maître Ndeye Maguette Mbeng, greffier en chef. Voilà les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 février 2007 publiés par le Conseil constitutionnel. Maître Abdoulaye Wade est réélu avec 55,90% des suffrages exprimés. Les candidats Ousmane Tanor Dieng et Abdoulaye Bathily n'ont pas été suivis par les 5 sages qui ont donc rejeté le recours. L'éducation de la petite enfance reste une priorité pour le Sénégal. Le ministre de l'Éducation réaffirmait ainsi l'engagement de notre pays à accompagner tout projet allant dans ce sens. Le professeur Moustapha Sourang ouvrait à Dakar un stage régional de formation sur le développement de la petite enfance. Alassane Bengalo. Tout se joue avant l'âge de 6 ans, a-t-on l'habitude de dire. Mais dans certains pays d'Afrique, comme le Burkina Faso, l'éducation de la petite enfance est confrontée à de sérieux problèmes. L'accessibilité, c'est la difficulté majeure parce que nous n'avons pas suffisamment de structures d'accueil. Il y a la capacité professionnelle qui n'est pas aussi suffisamment développée. C'est pourquoi la JICA, agence japonaise de coopération internationale, a financé la formation de 55 responsables de l'éducation de la petite enfance en Afrique de l'Ouest et du Centre. La JICA mettra l'accent dans cet atelier non seulement sur le suivi du plan d'action, mais également sur les réflexions et applications pratiques portant sur l'enseignement centré sur l'enfant. L'enfant est un acteur principal. Il a une personnalité qui lui permet d'apprendre et de se développer. Tous nos efforts devraient converger dans ce sens-là. Le Sénégal, qui accueille le stage final du projet, a réaffirmé son engagement à le soutenir. L'éducation de la petite enfance étant une priorité chez nous, comme l'a rappelé le ministre de l'Éducation. La petite enfance apparaît aujourd'hui comme une priorité du développement national. Tout cela pour illustrer simplement l'engagement résolu du Sénégal aux côtés de toutes les nations et partenaires œuvrant pour la prise en charge consécutive et effective de la petite enfance. Une fois rentrés dans leur pays, les stagiaires se souviendront sans doute des propos de Ndeye Khady Diombaye, directrice générale de l'Agence nationale de la case des tout-petits du Sénégal. Réinvestir les acquis de la formation pour améliorer les pratiques en matière de prise en charge du développement intégré de la petite enfance. Nous restons dans le secteur de l'éducation en faveur du patrimoine mondial. C'était le thème d'un atelier de formation organisé par l'UNESCO. C'était à l'intention du réseau des écoles associées Momar Talabey. La Commission nationale pour l'UNESCO a organisé au Bréda un séminaire national de formation des enseignants du réseau du système des écoles associées de l'UNESCO. Pendant 3 jours, les participants ont réfléchi sur le thème « L'éducation en faveur du patrimoine mondial ». Le patrimoine naturel, c'est des éléments posés par la nature. Ce sont donc des éléments naturels sur la présence desquels l'homme n'a aucune responsabilité. Par contre, pour leur gestion, leur préservation, pour les générations futures, nos responsabilités sont entières.
Quant au patrimoine culturel, c'est tout ce que l'homme apporte dans l'aménagement de son territoire. Pour l'UNESCO, l'école fournit un espace de discussion, de compréhension, un lieu de transmission de valeurs, comme le respect des droits humains et de la culture de l'autre, comme la tolérance et la culture de la paix, autant de notions auxquelles les écoles associées attachent une importance capitale. Les autorités scolaires sénégalaises font aujourd'hui de la protection du patrimoine mondial une priorité fondamentale. Le patrimoine mondial, constitué de sites culturels et naturels d'une valeur universelle exceptionnelle, doit être protégé sous peine de disparition. Il nous appartient à tous et nous devons veiller à le sauvegarder pour le léguer intact aux générations futures. Cette tâche reviendra au réseau national des écoles associées qui compte depuis 1979 108 établissements. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national, allant du préscolaire au secondaire, sans compter les structures de formation des enseignants. La gestion durable de l'environnement et l'appréciation des jeunes, c'est le thème choisi par le secrétariat intérimaire du volet environnement du NEPAD pour discuter avec des jeunes écoliers. C'était dans le cadre de la journée africaine de l'environnement célébrée le 3 mars dernier. Daniela Diouf. L'apport des jeunes écoliers dans la gestion durable de l'environnement est déterminant. Cette rencontre a été organisée pour renforcer leur capacité d'implication dans la lutte contre l'avancée du désert, la dégradation du cadre de vie et la pollution des mers et des océans, entre autres. L'objectif de cette journée, c'est de renforcer les actions d'information et de sensibilisation des différentes catégories d'acteurs concernés sur les questions de l'environnement du continent africain. Et cette année, comme vous le voyez, on a regroupé des lycéens et collégiens de Dakar pour discuter avec eux sur la gestion durable de l'environnement en Afrique. Quelle appréciation pour les jeunes. Tout ceci pour susciter en tout cas auprès de ces jeunes élèves la prise de conscience pour une meilleure protection de l'environnement du continent. Ces jeunes écoliers ont eu droit à des exposés sur le NEPAD, sa philosophie et son approche, mais aussi sur l'environnement dans le cadre du NEPAD. Les échanges avec les élèves ont été jugés féconds. On a retenu une chose, que le déboisement provoque l'avancée du désert et que la mer avance à cause de l'augmentation de température à cause des gaz à effet de serre. Cette journée nous a permis de savoir plus de choses sur l'environnement et comment protéger notre environnement. Moi, j'ai été par exemple surpris par le jeune gamin qui m'a posé la question sur les problèmes de surpêche. Je vous avoue que j'ai été vraiment surpris. C'est rare de suivre un jeune de cet âge-là vous poser un problème aussi pertinent, un problème de surpêche. La journée mondiale africaine de l'environnement a été décidée par les chefs d'État africains pour mieux sensibiliser les populations, plus particulièrement les jeunes, qui demain seront les responsables de nos États. Au cours de cette journée, un concours de presse a été lancé avec les jeunes pour la production d'articles sur l'environnement. Les lauréats seront primés les 21 et 22 mars prochains dans le cadre du Festival des jeunes pour la presse. Sur le continent, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. 19 candidats sont en lice, mais pas le président sortant. Une première et certains parlent de rupture avec le passé. Plus d'1 million d'électeurs, 19 candidats. La Mauritanie vote ce dimanche pour élire son président. Un scrutin historique, c'est la première fois que le chef de l'État sera issu des urnes et non d'un putsch. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 7 heures et déjà l'affluence était massive. Pour la population, cette élection marque une rupture avec le passé. Pour une fois, le sortant n'est pas candidat. Et ensuite, c'est une situation que nous pensons intéressante parce qu'elle suit un coup d'État. Cette élection présidentielle signe la fin de la transition politique. Une transition enclenchée il y a 2 ans par la junte militaire après avoir renversé le président Ould Taya. Nous avons déclaré que nous sommes là pour accomplir une mission très précise et nous quittons au bout de cette mission. Et cela n'est pas posé en termes de plaisir ou de déplaisir, il est posé en termes
des devoirs accomplis pour notre pays. Parmi les candidats, plusieurs poids lourds semblent favoris, comme Ahmed Ould Dada, Sidi Ould Abdelahi ou Zeynoul Zeidan. Difficile pourtant de faire un pronostic. Ici à Nouakchott, les analystes politiques prédisent tous un second tour. Verdict des urnes d'ici 24 à 48 heures. Jacques Chirac ne sollicitera pas un troisième mandat présidentiel. Le chef de l'État français l'a annoncé ce soir lors d'une allocution télévisée. Le président français met donc fin à un long suspense sur sa participation à l'élection présidentielle d'avril prochain en France. Hugo Chavez sur les traces de George Bush. Le président vénézuélien a entamé une contre-tournée en Amérique latine. Objectif visé, gêner la visite de son homologue américain. Ce dernier est ce dimanche au Guatemala. George Bush n'est pas encore arrivé au Guatemala, quatrième étape de sa tournée en Amérique latine, mais ils sont déjà nombreux à manifester contre l'oncle Sam. Les politiques américaines ont tué, assassiné l'intelligence de ce pays. C'est pourquoi nous manifestons notre opposition à la venue de George Bush. Bush n'est pas le bienvenu au Guatemala, parce qu'aujourd'hui, le Guatemala est un pays occupé. C'est un pays avec des troupes américaines. En Colombie aussi, on prépare l'arrivée du président américain qui doit venir à Bogota ce lundi. Côté sécurité cette fois, des tanks et 22 000 membres de la garde nationale ont été déployés selon les autorités colombiennes. Dispositif haute sécurité aussi en Uruguay, où George Bush a fait étape samedi. Un seul mot d'ordre lors de sa rencontre avec le président uruguayen, le commerce. Chacun des membres du Mercosur, l'Uruguay par exemple, doit pouvoir exercer son droit souverain de développer des relations bilatérales avec d'autres ensembles régionaux ou d'autres pays. Un accord de libre-échange entre Uruguay et États-Unis pourrait se mettre en place prochainement, de quoi faire bondir Hugo Chavez, président du Venezuela et chef de file du mouvement anti-américain. Il a entamé une contre-tournée en Amérique du Sud pour rallier les anti-Bush. Samedi, il était en Bolivie où il a fustigé les oligarchies apatrides qui soutiennent les États-Unis. Mais Bush refuse toute polémique et y oppose ce qu'il appelle sa diplomatie tranquille, une attitude qu'il maintiendra sans doute pendant les derniers jours de sa tournée au Guatemala, en Colombie et au Mexique. En Irak, la violence ne faiblit pas malgré la conférence internationale sur la sécurité du pays tenue hier à Bagdad. 60 morts ont été encore recensés ce dimanche. Ce sont les nouvelles du Monde en bref et en images. Des explosions ont tué près de 60 personnes dimanche matin en Irak, dont 43 à Bagdad. Des attentats en partie dirigés contre des fidèles chiites de retour du pèlerinage de la ville sainte de Kerbala. Par ailleurs, ces événements interviennent alors que s'est tenue hier dans la capitale une réunion internationale sur la sécurité du pays. Les talibans menacent d'abattre le journaliste italien enlevé lundi dernier si son pays ne retire pas les troupes d'Afghanistan. Environ 2000 soldats italiens sont déployés dans la province de Kaboul et dans l'ouest du pays. Ils font partie de la force internationale d'assistance à la sécurité de l'OTAN. En outre, le chef du gouvernement italien Romano Prodi a fait savoir ce dimanche qu'il ne modifierait pas son engagement militaire dans la région. Les dirigeants serbes et kosovars réunis à Vienne autour d'un médiateur de l'ONU ne sont pas parvenus à s'entendre sur le statut du Kosovo. Le projet, approuvé par les Kosovars, prévoyait d'octroyer à la province une large autonomie sous surveillance internationale. Inacceptable pour les Serbes qui ont vu là une création pure et simple d'un nouvel État sur leur propre territoire. 31 millions d'électeurs russes sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les parlements régionaux des provinces de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Un scrutin important avant les législatives de décembre et les présidentielles de 2008. Vladimir Poutine ne pouvant briguer un troisième mandat, cette élection est un test pour les partis politiques russes dans la course au Kremlin. Et nous reparlons du Magal et de ses nombreux fidèles mourides qui convergent vers Touba. Ils viennent du continent, mais aussi d'Europe et des États-Unis, entre autres. Serigne Babacar Mbaye fait partie de cela. Aboubakri Khan l'a rencontré lors du dernier Magal.
Nous vous le présentons en rediffusion. Pour la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, les pèlerins viennent de tous les horizons. Ils sont nombreux à faire le déplacement venant de l'étranger pour rallier la ville sainte. Serigne Babacar Mbaye en fait partie. Il a 38 ans, il est marié et père d'une petite fille. Émigré à Londres depuis 1992 pour le compte de ses études, Serigne Babacar Mbaye est aujourd'hui un store manager ou gérant de supermarché. En bon talibé, il ne veut sous aucun prétexte rater le Magal. Je vis à Londres depuis près de 14 ans et chaque année depuis 10 ans, je viens par ma présence commémorer comme tous mes confrères et frères talibé Mourit, le grand Magal de Touba. Serigne, comme on l'appelle au niveau du Daïra Khidmatul Khadim de Darou Khoudoss, s'investit pleinement dans le comité d'organisation du Daïra à travers les préparatifs du Berndé. Et pour respecter la tradition légendaire de Touba, l'une des recommandations du Cheikh sur l'hospitalité et la réjouissance durant le Magal, Serigne Babacar refuse par modestie d'avancer un chiffre par rapport à ses dépenses. Pour lui, en ce qui concerne le Berndé, il faut faire face à tous les frais. Il est de mon devoir d'accueillir et de faire le Berndé, comme on dit, aux hôtes qui viennent célébrer le Magal de Touba comme nous. Je ne suis pas invité, je suis là pour recevoir les invités. On rentre à Touba les poches pleines, donc les dépenses sont là. Les dépenses ne suffisent pas, les gens viennent en masse, donc on ne se limite pas à des montants. On dépense tout ce qu'on a. Moi particulièrement, le Magal, c'est ma fin d'année. Je dépense tout ce que j'ai pour recommencer l'année prochaine. Le Magal est aussi l'occasion pour Serigne de se retrouver en famille. Aujourd'hui, il a fait acte d'allégeance à son neveu, fils de feu son demi-frère Serigne Lamine, lui-même fils de Serigne Mourtada Mbaké. Au niveau de Aïnou Rahmati, le talibé, pour ne pas dire Serigne, s'investit aussi dans l'approvisionnement et la distribution de l'eau aux pèlerins. Toutes choses pour lesquelles il a quitté Londres pour vivre pleinement son Magal au service de la Tariqa Mouride. Et pour ce Magal, ils sont nombreux les talibés comme Serigne Babacar Mbaye à quitter l'Europe ou les États-Unis pour venir célébrer le Magal, une recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba. La culture est la fin de la conférence internationale sur la vitalisation des avantages de la culture africaine. Un partenariat a été trouvé pour développer le secteur à la grande satisfaction des participants, nous dit Bintawage. L'île de Gorée au large de Dakar a pendant 3 jours servi de cadre de discussion à une 60aine d'experts culturels venus du monde entier. 3 jours d'échanges et de réflexion sur la vitalisation des avantages de la culture africaine, sanctionnés par un accord de partenariat. En d'autres termes, les différentes parties ont réussi à s'entendre sur une plateforme entre Africains et pays donateurs. Nous, les organisateurs, c'est entre autres HIVOS, DCCD, Strumme Foundation, INCD, mais aussi l'Institut de Corée. Nous pensons que c'est très important pour avoir une rencontre du plan pan-africain, parce que nous sommes tous les Africains. Donc, nous sommes là pour joindre toute notre connaissance, toute notre expérience et avancer. Là, la conférence n'est pas seulement pour parler et échanger, mais venir à des projets concrets. Ainsi donc, les partenaires s'engagent à soutenir la culture africaine. Les acteurs culturels africains, à leur tour, restent optimistes et fondent beaucoup d'espoir sur ce nouveau partenariat, car il devrait booster la culture africaine. Et nous aimerions que cette fois-ci, qu'ils aillent en avance, qu'ils essayent de promouvoir, qu'ils essayent d'aider la culture africaine. Chacun selon sa filière, selon ses choix, selon ses centres d'intérêt, bon, on voit bien, puisqu'ils sont là, qu'ils sont engagés à côté de nous, mais vous savez, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'ils agissent ensemble. D'une façon générale, mais surtout dans le cadre de la culture, nous ne voulons pas répéter les schémas du donateur et récepteur. Nous voulons établir de vrais partenariats, puisque nous sommes tous dans le même bateau. Les dés sont ainsi jetés et les conférenciers estiment qu'il faut dorénavant aller au-delà de la réflexion et de la décision pour passer à l'action.
La culture africaine, c'est aussi la musique et le rap avec ces deux nouvelles productions sur le marché. Les rappeurs Pisco et Nubian Madi, en sénégalo-américain, sont les auteurs de ces productions musicales que nous présente Awanyaï. Il s'appelle Pisco. Ce jeune rappeur sénégalais vient de mettre sur le marché sa première production hip-hop intitulée Ben by Ben, un album de 15 titres. Pisco a eu à faire des tournées en Guinée, au Mali, en Mauritanie, des occasions pour s'exprimer et développer son talent. C'est par rapport au concert, au son, au featuring, tout ça, qu'on a souvent la possibilité de s'exprimer, tout ça. J'ai eu à faire plusieurs featuring, mais malheureusement il y a beaucoup, c'était pas au fait dédié pour le Sénégal. J'ai fait beaucoup de sons avec des étrangers, des Nigériens, des Ivoiriens et tout ça. La majeure partie des sons que j'ai fait, c'est pas encore sur le marché. Donc j'ai eu aussi à participer à l'album de Baïkara. C'est un rappeur qui habite à Tamba. J'ai fait même la conception de ces sons et tout ça, le mixage et tout. Yalla Doudjer, c'est le titre phare de son album. Le son c'est venu comme ça naturellement parce qu'on ne l'avait pas programmé pour l'album. C'est venu des idées, c'est venu comme ça en studio. On a eu l'idée de faire un son qui va toucher les gens qui cherchent du travail. Jusqu'à présent, ils l'ont pas. This is Nubian Madi straight up from New York City, you know what I mean? I'm back in America, you know, I'm back in Senegal right now doing it, you know what I mean? That's what's really good. What's up? Lui, c'est Nubian Madi. Ce jeune rappeur sénégalo-américain vit au pays de l'oncle Sam. War is Crime, c'est son deuxième album. Déjà sorti et classé dans les charts aux États-Unis, sa production se trouve sur le marché national. It's 14 tracks on the album. Il y a 14 titres dans cet album intitulé War is a Crime, qui est d'ailleurs le titre du morceau phare de cette nouvelle production. J'ai aussi fait des duos, notamment avec le rappeur Dougati dans le titre No Konande, mais il y a aussi Zulu Dance. Si vous voyez dans l'album, je parle de la guerre. Il y a aujourd'hui trop de conflits, il faut que cela cesse. Je véhicule beaucoup de messages sur les filles, l'amour, mais avant tout, mon intime conviction est que les guerres doivent à tout point de vue cesser. Pisco et Nubian Madi ont ensemble des projets de conception de clips et des featuring. Nubian Madi compte prolonger son séjour pour faire la promotion de son dernier opus. So me tell them say, Jaja cross me like, so me not go criticize. He's the Almighty, so I'm the man to make me wise. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes avec la RTS.